Salut les fous des montres. Aujourd'hui, on part. Chut. Laisse-moi faire la vidéo. Merci. Hey, salut les fous des montres. Aujourd'hui, on parle d'une Rolex qui fait... Oui, une Rolex à pile. Et c'est peut-être la Rolex la plus culte de l'histoire moderne de la marque. Et selon moi, ça en fait une vraie tuerie. Alors pour certains, c'est une hérésie. Pour d'autres, c'est le Graal de la collection. Qu'est-ce que c'est, le Graal? Vous savez pas vraiment? Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Cette montre, c'est l'Oyster Quartz. Aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce qu'elle est née, dans quel contexte historique, à quel besoin elle répondait, et on va voir ce qui la rend unique. On va aussi voir pourquoi est-ce qu'elle est en passe ou elle va devenir culte. Et je ne suis pas spécialiste, comme certains sur YouTube. C'est à l'abri de toutes les baisses. Mais si je devais mettre mon petit billet, je pense que c'est une montre avec une cote qui peut encore monter plutôt haut. Ça ne peut que monter. Allez, c'est parti. Bon alors pour comprendre l'Oyster Quartz, il faut revenir dans les années 60-70. C'est la fameuse crise du quartz. Les Japonais envahissent le continent européen avec leurs mouvements à quartz, qui sont à la fois plus précis, plus performants, moins chers, plus fiables. Bref, en gros, ils gagnent sur toute la ligne au niveau technologique, c'est une vraie révolution. Et beaucoup de maisons horlogères suisses ne se sont pas relevées de cette crise. C'est une catastrophe. Rolex à l'époque, ils avaient déjà les reins solides, donc ils ont attendu un peu, ils ont observé, et ils préparaient un petit peu leur riposte dans leur coin. Ah, vous allez voir. C'est ça ma question. Donc ça commence en 1970, Rolex sort la référence 5100, surnommée la Texano. On aime ou on n'aime pas, personnellement je trouve pas ça fameux. C'est une série limitée d'environ 1000 pièces. Cette montre-là est équipée du mouvement Beta 21. C'est un mouvement à quartz suisse qui a été fabriqué par un consortium de maisons horlogères qui sont réunies en urgence, dont Rolex, Omega et bien d'autres. Le but du jeu, en fait, c'était d'apporter une réponse à la concurrence japonaise qui était en train d'envahir le marché, tout en gardant quand même un prestige helvétique. Et c'est finalement en 1977 que l'Oyster Quartz voit le jour. Donc elle a sa propre plateforme au quartz cette fois-ci. Voilà, Rolex n'a pas pu s'empêcher de faire son petit truc dans son coin. Sort alors donc l'Oyster Quartz, deux familles. Une date simple et une date jour, qui était beaucoup plus haut de gamme en métaux précieux. Et regardez-moi ce style, ça vous rappelle rien? Non? Rien qui est sorti actuellement chez Rolex? Ouais, ça ressemble furieusement à la Land Leader. On est typiquement dans les années 70 avec un boîtier aux angles tranchés, le bracelet intégré, le fameux bracelet intégré qui était à la mode à l'époque, qui revient très fortement depuis à peu près 5 ans je dirais. On a un mélange de surface poli et brossé, et avec cette lunette carnée, c'était vraiment le grand spectacle. Je me souviens que quand le soleil tapait sur mon poignet en voiture, c'était vraiment la boule à facettes dans le plafond de la voiture, et là ça réveillait le démon de minuit qui est en moi, quoi. Donc rapidement, l'Oyster Quartz, c'est une montre assez petite, 36 mm, mais qui avait comme une certaine présence au poignet de par son architecture. Le fait d'avoir les bracelets intégrés et pas de cornes, ça fait comme une grosse pièce de métal sur le poignet par rapport au diamètre, du coup ça habille beaucoup plus le poignet. Ajoutez à ça une bonne hauteur et un poids certain, ça renforce la présence de la pièce, et c'est ce qui m'avait charmé quand je l'avais passé au poignet par rapport à une Datejust mécanique. 3 références du coup sur cette Oyster Quartz, avec le 17000, la référence qui me plaît le moins clairement, avec un bracelet Oyster assez fade à mon goût, alors certes culte mais fade, et une lunette lisse qui joue beaucoup moins avec la lumière. Je trouve que c'est un peu dommage avec ce genre de montres qui sont assez petites, de vraiment être trop passe-partout. Bon voilà, après c'est une question de goût. Ensuite on avait la 17013, là par contre ça met plein la vue. Boîtier or et acier, or jaune, acier, et bracelet pareil, or jaune, acier. Alors là c'est la montre de Golden Boy, hein, c'est la montre de Patrick Bateman. Voilà, avec ça vous passez soit pour un baron de la drogue, soit pour un trader à la Loup de Wall Street. Ensuite on a le modèle, donc celui que je possédais, à la fois le meilleur des deux mondes je trouve, avec tout acier, lunettes or blanc, aiguille or blanche et index or blanc, donc monochrome, mais avec un brillant quand même assez sympathique, à la fois sobre, sport chic, mais qui passe aussi très bien avec un costume par exemple. Bon, venons-en au clou du spectacle, le mouvement.
Donc c'était la vraie révolution à l'intérieur. Rolex avait développé donc son propre calibre, Oyster Quartz, un calibre maison donc le 50-35 pour la Datejust. Donc c'est un mouvement très haut de gamme avec des rubis à l'intérieur, un oscillateur, un moteur pas à pas, très décoré pour l'époque, même supérieur à des mouvements mécaniques de l'époque. Très franchement, quand je l'avais ouverte, c'est vraiment très beau. Ça avait enfoncé le dernier clou du cercueil pour que je l'achète et pour que mon portefeuille flambe. On a une fonction stop seconde, une correction rapide de la date qui est assez appréciable pour l'époque. Évidemment, la trotteuse saute chaque seconde hein, et elle en fait du bruit. Je vous déconseille de dormir à côté d'une Oyster Quartz, ça peut être compliqué. Voilà, imaginez un métronome de piano, bah, vous avez à peu près ça, quoi. À ça, Rolex va ajouter un thermocompensateur. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? C'est un mécanisme qui permet au mouvement de rester le plus possible à température idéale et donc de favoriser une précision toujours optimale. C'était quand même assez chiadé que pour l'époque, et c'est aussi la contrepartie qui fait que la pile va s'user quand même assez rapidement par rapport à une pile qui serait sur des modèles actuels. Bon, résultat, on a une précision bien meilleure que les mécaniques de l'époque et que les mécaniques actuelles aussi. On est aux alentours des 0,7 secondes par jour, ce qui est pour l'époque est très bien pour un quartz. Au niveau des cadrans, ils sont restés assez sobres. On a donc du blanc, de l'argenté, du champagne, du bleu, du noir, et après avec les différentes patines, chaque cadran a pu évoluer dans son coin. L'avantage de mon cadran, donc c'était un blanc opalin du plus bel effet, je le trouvais magnifique, un blanc profond si je puis dire, vraiment immaculé, mais qui avait de très beaux jeux de lumière, pas trop brillants, mais de très beaux jeux de lumière entre les index or, le cyclope. Je trouvais que ça avait vraiment une pureté très satisfaisante au regard. Toutes elles abordent donc le cyclope, cette fameuse loupe qui grossit la date. On aime ou on n'aime pas, en tout cas, on ne peut pas nier que ça avait un côté pratique pour lire l'heure très rapidement. On passe un petit peu aux petites anecdotes historiques Père Castor. Hein. Donc en 1978, on a Reinhold Messner et Peter Habler qui ont gravi l'Everest pour la première fois de l'humanité sans oxygène. Et je vous le donne en mille et mille, qu'est-ce qu'ils avaient au poignet? Une fameuse Oyster Quartz. Rolex avait déjà fait ça dans les années 50, avec la première ascension de l'Everest, cette fois-ci avec oxygène, où les grimpeurs possédaient une Explorer. Donc c'est sympa, je trouve, de voir que Rolex a comme ça presque 30 ans d'écart, rejoue, on va dire, l'histoire de manière différente, mais marque en fait d'une pierre blanche son histoire. C'est quand même un sacré exploit puisque tout à chacun peut voir que quand on laisse une batterie dehors de son téléphone, si on laisse son téléphone en plein hiver, ce que je ne vous conseille pas, vous le mettez au congélateur par exemple, et ben la batterie, on voit tout de suite qu'elle va être rapidement HS à cause du froid. Ben, c'est une sacré exploit mine de rien pour que l'Oyster Quartz ait tenu à plus de 8000 mètres d'altitude, où on sait qu'à ces altitudes-là, on peut tomber sur du moins 30, moins 40, moins 50. Donc ça prouve encore une nouvelle fois l'aboutissement de la technologie Rolex et une page de plus dans l'histoire en fait, de Rolex et de ses capacités de résistance. Autre petite anecdote, Rolex a travaillé sur des mouvements à calendrier perpétuel sur son quartz. Très peu de modèles sont sortis, donc on est environ une dizaine. Et pour info, si vous en trouvez un en brocante, achetez-le tout de suite, puisque le dernier qui est parti aux enchères est parti pour environ 250 000 €. Voilà, 250 000 €, ça fait une belle somme. Hein. Donc si vous la trouvez, n'hésitez pas à l'acheter. Plus récemment, on a la Day-Date Oyster Quartz de l'acteur Michael Caine qui s'est vendue aux alentours des 100 000 €. Une broutille, me direz-vous. Bon, 2-3 points, si jamais vous décidez d'en acheter une, vérifiez quelques petits trucs quand même. Le boîtier qui ne doit pas être trop poli, trop brossé. C'est une montre qui ne laisse pas place à l'erreur. Elle a des arêtes quand même qui sont très fines, taillées à la serpe. S'il y a un surpolissage, bah vous allez avoir, au lieu d'avoir une droite, vous allez avoir votre montre qui fait un sourire. Au niveau des arêtes, c'est quand même beaucoup plus disgracieux. Et cette montre-là a besoin de ces arêtes-là pour jouer avec la lumière et vraiment prendre tout son sens et être appréciée. Donc voilà, faites bien attention à ça. Au niveau du bracelet, important, vérifiez que le bracelet n'a pas trop de stretch. C'est-à-dire que vous prenez la tête de la montre et le bracelet ne doit pas pendouiller comme un vieil accordéon. Voilà. J'ai d'autres images en tête, mais je ne veux pas vous les partager. Donc vérifiez bien ça. Et attention aussi à ce que le bracelet soit complet, c'est-à-dire que tous les maillons soient présents. Des maillons, ça peut se retrouver sur le marché gris, mais étant assez rares, ils vont être assez chers, donc ça sera à prendre en compte dans le prix. Le cadran et les aiguilles, éventuellement, comme toutes les vintage, faites attention que le cadran et les aiguilles correspondent à l'époque de la montre, qu'il n'y ait pas eu de traficotage. Sinon, ça va fortement faire chuter le prix de la montre. Le cœur de la montre, évidemment, il faut que le mouvement ait été révisé. Alors là, il n'y a pas de chichi, hein, c'est il marche pas. Il faut que le mouvement marche. Ne vous faites pas berner en mode oui, t'inquiète pas, la pile, je vais la changer, le mouvement, il marche. Voilà. Quand j'avais acheté la montre, j'avais contacté Rolex. Ils m'avaient assuré que le mouvement était réparable, mais les prix peuvent parfois s'envoler suivant la pièce qui a été cassée. Donc voilà, ne vous amusez pas à ça. C'est très compliqué à réparer soi-même. Vous ne pourrez pas le faire, sauf si vous êtes vraiment expert, hein, peut-être. Mais voilà, vous amusez pas à ça. Prenez un mouvement qui fonctionne
Éventuellement, avec l'étanchéité qui a été refaite, c'était quand même des montres étanches à 100 mètres. Donc si les joints ont été changés, pas de souci pour affronter un petit peu d'humidité, de lavage de main et éventuellement de sous la douche, même si je ne vous conseille pas. Sur ces modèles-là, donc la pile est à changer régulièrement, tous les 1 à 2 ans. Voilà, c'est ce qui est préconisé. En tout cas, si la pile ne fonctionne pas et que vous n'avez pas envie de la changer, pensez quand même à l'enlever pour pas qu'il y ait de coulure dans le mouvement parce que sinon vous allez tout flinguer. Bon, cette Oyster Quartz, pourquoi elle est cool et pourquoi elle m'a fait craquer? Eh bien, tout simplement parce que c'est la Rolex la plus atypique que vous pouviez trouver à des prix, on va dire, raisonnables. Évidemment, hein, si vous suivez GMK, il a des montres en rubis, etc., qui valent des millions d'euros. Des millions. Des millions. Mais on n'est pas du tout dans la même galaxie. Voilà. Et puis, ça vous permet d'avoir une Landwheeler pour environ 10 fois moins cher si vous avez craqué sur le style de la Landwheeler. Je la trouve même plus jolie d'ailleurs que la Landwheeler, parce que ces chiffres arabes mis sur le cadran, moi je trouve ça un peu moyen. Elle a une esthétique radicale, très reconnaissable, atypique de par son mouvement, historique, bref, c'est tout bénef. Une grande rareté malgré tout, faut pas oublier quand même que sur 25 ans environ de production, Rolex a produit, on estime environ 25 000 montres. Sur ces 25 000 montres, combien restent encore en état aujourd'hui, en état propre et d'origine? À mon avis, une bonne moitié sont partis en poussière ou à la casse, quoi. Donc voilà, c'est quand même une montre très rare. Pour vous donner un ordre d'idée, une Submariner aujourd'hui, la production de un seul modèle, donc de chez Rolex, c'est 40 000 pièces par an. Je sais pas si vous réalisez, quoi. 25 ans, 25 000 pièces, alors que maintenant, en un an, ils font 40 000 pièces, quoi, d'un seul modèle. Ce qui en fait une montre recherchée avec une cote montante, mine de rien. Donc si vous en voulez une, bah voilà, c'est pas de quoi demain sera fait, mais pensez-y quand même si vous comptez l'acheter. C'est une Rolex à part qui la rend culte. Bon alors après tout ça, est-ce que vous êtes plutôt team trotteuse franche ou team trotteuse fluide? Dites-le moi en commentaire. Si cette plongée dans l'univers de la Rolex Oyster Quartz vous a plu, pensez bien à liker et surtout partagez-la à des amis qui pourraient penser que le quartz c'est cheap. Je me souviens quand je l'avais acheté, je l'avais montré tout content à certains amis. Premier truc qu'ils ont vu, c'est « Ah mais c'est à pile ?» Oui, c'est à pile. Peut-être, mais c'est une Oyster Quartz. Respect un peu, merde. Bon, sur ce, on va se laisser. Je vous dis à la prochaine et surtout, soyez à l'heure.